Kanki, Kanki, Kanki. Certains l'aiment, d'autres le détestent, mais tous s'accordent à dire que c'est un putain de monstre, un génie de la guerre, un stratège exceptionnel. On s'attendait tous à une masterclass de sa part dans cet arc et on n'a pas été déçus. Il a littéralement réveillé la communauté Kingdom. Il a passé les 2 dernières semaines de la bataille à dormir et soulever des meufs dans sa tente et il n'a eu besoin que de quelques heures pour renverser complètement la bataille. Quel homme, quel monstre, quel stratège, quel putain de roi. Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la review du chapitre 694 de Kingdom. Plus qu'une review du dernier chapitre, cette vidéo va servir de bilan. On va faire un peu la review de cette bataille, de ces 15-20 derniers chapitres avec un focus sur Kanki. Et oui, bien évidemment, le héros des derniers chapitres est Kanki, et c'est le feu dans la communauté Kingdom en ce moment grâce à lui. Tout le monde ne peut que s'incliner devant cet être doté d'une intelligence presque démoniaque. Ce personnage a rallumé à lui tout seul la hype sur Kingdom que certains avaient perdu. Et on va bien sûr parler de cette planche qui est déjà légendaire. Est-ce que Kanki va nous faire un massacre de Shuhei 2.0? C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Mais avant de se plonger dans le chapitre, prenons quelques secondes pour recontextualiser cette bataille pour mieux comprendre l'exploit, que dis-je, le miracle qu'est en train d'accomplir Kanki. Nous sommes donc en pleine invasion de Zhao et après la capture de Gyu, Qin se dirige maintenant vers Kantan, la capitale de Zhao avec 3 armées principales. Les armées de Yotamwa, d'Usen et de Kanki. Mais pour pouvoir atteindre la capitale, il faut d'abord capturer les 2 forteresses qui se trouvent devant elle, Heiyu et Buju. Le problème c'est qu'il y a Koshu et ses 150 000 hommes devant. Et cette armée c'est pas n'importe laquelle, ça il faut bien le comprendre, c'est l'armée de Kantan, c'est l'armée la plus prestigieuse de Zhao. Et c'est là finalement tout le problème de Qin. Ils ne peuvent pas attaquer les forteresses tant qu'il y a Koshu et cette armée devant. Et c'est pour ça que le front s'en est retrouvé bloqué. Il fallait donc que l'une des 3 armées de Qin réussisse à attirer Koshu pour que l'une des 2 autres puisse attaquer les forteresses. Mais l'attirer ne suffit pas, car comme l'indique l'un des officiers d'Usen, si Koshu réussit à envoyer des renforts contre l'armée qui attaque les forteresses, ce serait une défaite assurée. Voilà tout l'enjeu de la future bataille. Il faut 1. Attirer puis tuer Koshu, 2. S'assurer qu'il ne puisse pas envoyer des renforts aux forteresses. C'est facile à dire, mais très dur à faire car celui qui se chargera de cette mission devra la réussir en étant en nette infériorité numérique, à 1 contre 3. Finalement, un homme va se décider à relever ce défi. Un homme va porter ses grosses couilles et s'engager dans une bataille qui, disons-le, est suicidaire. Kanki va affronter les 240 000 soldats de Koshu avec seulement 80 000 soldats. Et où est-ce qu'on est dans cette bataille maintenant? On est dans sa phase finale. Kanki a encerclé le QG, poussant Koshu à fuir, et ce dernier viendra se jeter directement dans la gueule du loup. Il est maintenant complètement seul face à Kanki et ses hommes. Mais comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que les troupes de Zhao, qui prenaient la victoire pour acquise il y a quelques heures encore, sont en train de se faire capturer par dizaines de milliers? Dans l'un des derniers chapitres, Koshu réfléchissait à ce qui était en train de se passer et il évoquera comme Usen le nom du grand stratège Son Bin, car il a compris avec un peu de retard la stratégie de Kanki. Et c'était quoi la stratégie de Kanki? Et bah c'est exactement ce que je vous avais expliqué dans la revue du chapitre 678. J'ai compris la stratégie de Kanki 13 chapitres avant Usen et Koshu. Et oui, j'en suis totalement fier, car elle semblait un peu tirée par les cheveux au début de la bataille, mais aujourd'hui elle prend tout son sens. Quand tu fais face à un tel déséquilibre numérique, le seul moyen de remporter la victoire, c'est de prendre la tête du général ennemi. Ça déstabilise complètement la chaîne de commandement, ça affecte considérablement le moral des troupes, et par un effet domino, ça peut provoquer la paralysie totale d'une armée. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi dès le début, Kanki n'attendait qu'une seule chose, c'était de prendre la tête de Koshu. Pour cela, il était absolument nécessaire que les troupes de Zhao soient suffisamment étirées et dispersées loin du QG, pour qu'ils puissent l'attaquer tranquillement. Vu le rapport de force, Kanki savait que 1. La bataille était perdue d'avance, 2. Que le déséquilibre numérique provoquerait la fuite de son armée. Et donc il a imaginé une stratégie en prenant en compte ces 2 paramètres. Il voit très loin dans le futur, un acquis de l'observation légendaire. Après la déroute de son armée, il a anticipé que Zhao prendrait en chasse les fuyards et les voilà maintenant complètement dispersés sur un vaste champ de bataille. La voie vers le QG est maintenant libre pour Kanki et ses 1000 soldats qu'il avait pris soin de cacher avant le début de la bataille. Mais ce n'est pas tout. Dans ma revue du chapitre 678, je vous disais que Kanki avait donné 2 missions à l'unité Isshin. 1. Prendre Heiyu. 2. Menacer le QG. Et j'avais particulièrement insisté sur le fait qu'il demandait à l'unité de menacer le QG et non de tuer Koshu.
Et la nuance est importante car elle montre que depuis le début, Kanki avait l'intention d'utiliser Shin comme un appât, comme une diversion dans sa stratégie pour qu'il attire vers lui les derniers soldats susceptibles de venir en renfort au QG. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Il faut aussi souligner le fait que Kanki a confié à Shin la partie la plus dangereuse et difficile de sa stratégie. Sur les 3 fronts, c'était le seul qui était obligé de gagner pour que son plan fonctionne. Et évidemment, l'unité Isshin a parfaitement réussi sa mission. Et ça montre directement à quel point Kanki reconnaît non seulement la force de Shin et de ses hommes, mais aussi d'une certaine manière qu'il leur fait confiance. Mais n'oublions pas pour autant Uon et la Gyokuhu qui ont permis à l'unité Isshin de découvrir la seule faille dans le dispositif ennemi au prix d'innombrables sacrifices. Ce qui va faire économiser beaucoup de temps et de soldats à l'unité Isshin. Et bien sûr on pense à Akakin qui a aidé l'unité à détruire le QG de l'aile droite de Zhao. Et qu'est-ce que j'aime ce personnage, à lui tout seul il a considérablement augmenté la force de la Gyokuhu. Il a un potentiel énorme. Revenons maintenant au chapitre, on le sentait venir depuis le chapitre 693 mais Koshu a préféré se suicider plutôt que de tomber aux mains des hommes de Kanki. Et pour le coup, même ça paraît lâche, je le comprends parfaitement. Il n'y a pas pire humiliation que de se faire capturer vivant par l'ennemi, surtout quand t'es le général en chef. Mais bon, ça reste tout de même une grosse humiliation pour Zhao, et entre nous, il vaut mieux se suicider plutôt que de finir entre les mains du clan Saki. Mais bon, j'aurais quand même voulu voir un combat entre Koshu et Kanki. On l'a jamais vraiment vu se battre sérieusement, c'était ici une belle occasion. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. En vrai, j'ai un peu de la peine pour Koshu car à aucun moment il a sous-estimé Kanki. Jusque la toute fin de la bataille, il n'a pas baissé sa garde et pourtant, ça ne va pas l'empêcher de se faire écraser par Kanki. Mais mon père Koshu, tu n'as pas à t'en vouloir. Tu n'as pas fait d'erreur en soi, tu es juste tombé sur quelqu'un de beaucoup trop fort pour toi. D'ailleurs, pendant plusieurs chapitres, on nous tease un flashback sombre sur lui, sur un passé douloureux, terrifiant, et ce qui m'a fait très rire dans le dernier chapitre, c'est qu'à 2 reprises, ça essaye de caser le passé de Koshu dans la conversation, et à 2 reprises, Kanki l'en empêche. Il en a rien à foutre de son histoire. Il s'en tape tellement que je pense qu'on n'aura même pas de flashback sur lui. Le fait de nous teaser un flashback et de ne pas nous le donner, j'interprète ça comme le fait que face à l'un des 5 grands généraux de Qin, peu importe ton passé, peu importe ton expérience, peu importe ton background, ça ne représente absolument rien face à ces monstres. Ces 5 grands généraux sont tellement puissants que même des grands généraux tombent comme des mouches face à eux. N'oubliez pas que c'est la première grande bataille de l'un des 5 grands généraux depuis leur nomination. Il ne pouvait pas y avoir une autre issue que celle d'une victoire absolue. L'annonce de la mort de Koshu fait l'effet d'une bombe dans le camp de Zhao. L'armée est dans une totale incompréhension. Le général en chef est mort, mais c'est difficile à y croire. Comment est-ce possible? La mort de Koshu a littéralement plombé le moral des troupes. Mais c'est pas tout, Maron lance une guerre d'information. Il fait croire aux soldats de Zhao qu'il y a actuellement une gigantesque armée de 100 000 soldats de Usen ou de Yotawa qui marchent dans leur direction. En parallèle à ça, les soldats de Kanki qui avaient fui sont tous en train de revenir sur le champ de bataille. Donc les soldats de Zhao ne savent pas quoi faire. En tuant Koshu, Kanki a déstabilisé la chaîne de commandement. Et les 2 généraux de Zhao sont trop éloignés du reste de l'armée pour réussir à les remobiliser. Et de toute façon, il y a Koku qui en profite pour lancer une contre-attaque sur eux. Cette bataille nous a montré comment une campagne de désinformation peut tout changer sur un champ de bataille. Donc la mort de Koshu, plus la rumeur d'une armée de 100 000 hommes, plus le retour des bandits qui avaient fui, plus l'incapacité des généraux de Zhao à remettre de l'ordre va pousser des petits groupes de Zhao à se rendre. Et là, il y a un cercle vicieux qui se met en place chez eux, où chaque groupe qui se rend incite les autres groupes à faire de même et donc à se rendre à leur tour. Et au final, on arrive à cette planche qui est déjà légendaire, avec des dizaines de milliers de soldats emprisonnés. Au début de la bataille, l'armée de Koshu comptait 240 000 soldats. Et si on enlève les morts et ceux qui ont réussi à fuir, je pense qu'on doit être à au moins 150 000 soldats prisonniers. Kanki vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Et maintenant la grande question que se pose tout le monde c'est: qu'est-ce que va faire Kanki de tous ces prisonniers? Est-ce que Kanki va nous faire une Hakuki? Nous faire un Shuhei 2.0? Je vous ai posé la question sur Twitter et vous êtes une majorité à avoir répondu oui. Kanki va commettre un massacre, voire peut-être même plus atroce que celui de Hakuki. Et toi Zilford, qu'en penses-tu? Et bah avant de vous donner ma réponse, il faut prendre plusieurs éléments en compte.
Bon, déjà, rappelez-vous qu'avant la bataille, Kyukai avait un mauvais pressentiment. Elle sentait que quelque chose de mauvais allait se produire. À l'époque, certains pensaient que cela présageait une mort importante du côté de Kin. Moi, je pensais que ça concernerait les civils de Zao, mais avec ce chapitre, je pense bien que c'est le sort de ces prisonniers dont il était question. Ensuite, il y a des personnes qui pensent qu'il n'y aura pas de massacre car Sei l'a interdit. Mais c'est pas tout à fait vrai. Pour faciliter l'unification, Sei a interdit le massacre des civils. Oui, mais il n'a pas donné de précision sur les soldats ennemis. Kanki peut très bien jouer sur cette nuance, et on ne pourra pas le lui reprocher. Quant à Kanki, on connaît le personnage, on sait très bien qu'il est largement capable de commettre un tel massacre. Et avec cette planche, il nous montre à sa manière que la mort de Raido l'affecte. C'était peut-être le plus fidèle de ses hommes, un membre de sa famille. Et quand t'as une terrible envie de te venger et que t'as 150 000 prisonniers sous la main, je pense que pour lui le lien est vite fait. Kanki veut massacrer ses prisonniers. Mais il ne faut pas oublier Shin dans cette histoire. Et oui, avec Mangoku, il a vu les conséquences d'un tel massacre. Mieux que ça, il lui a promis qu'il ne laisserait jamais un tel massacre se reproduire. Il est donc fort possible que Shin et Kanki s'opposent sur cette question encore une fois comme pendant l'arc de Kokoyo. Ça va être complètement dingue. Maintenant, si on prend un peu de recul, si on raisonne en termes de stratégie pure, je pense qu'il faut tuer les 150 000 soldats. Oui, je suis un monstre. On est en pleine guerre. Kin a mobilisé 3 gigantesques armées pour conquérir Zao. Il y a toute une logistique derrière ces 3 armées. Il y a un grand travail de ravitaillement pour les nourrir. Donc nourrir 150 000 prisonniers de plus, loin de Kin, dans ces conditions, pendant plusieurs mois voire plusieurs années, ça me paraît difficile. Même avec la meilleure des volontés, nourrir autant de prisonniers ça me paraît pas envisageable. En plus de ça, il faut mobiliser beaucoup de soldats pour les surveiller. Après, on doit prendre en compte le projet de Sei d'unifier la Chine, et un tel massacre sera perçu très négativement par la population, c'est une évidence. Ça sera plus dur pour eux d'accepter la domination de Qin. Mais d'un autre côté, ces hommes qui forment actuellement l'armée la plus prestigieuse de Zhao, ils seront les premiers demain à se soulever et faire une rébellion contre Sei dès qu'ils auront une bonne opportunité qui s'offre à eux. Et soyons bien clairs, l'unification d'un royaume passe très souvent par des massacres. Et croire que l'unification de la Chine va se faire sans massacre, c'est être naïf. Oui, Sei veut limiter au maximum les massacres, mais il a bien conscience qu'il faudra quand même en faire. Il faut passer par là. C'est pour ça d'ailleurs que Ryufu lui disait que c'était un grand malade. Et donc si on prend tous ces éléments en compte, eh bien je suis incapable de dire ce qui va se passer. Il y a des arguments pour, des arguments contre, et honnêtement je sais pas quoi en penser. Et j'en suis d'ailleurs content parce que ça montre à quel point ce qu'a mis en place Hara est grandiose. Donc j'attends avec impatience le prochain chapitre. Mais je pense quand même qu'une grande partie de ces soldats vont mourir. Concernant le reste du chapitre, il me semble que c'est la première fois qu'on voit un homme de Kanki l'appeler par son prénom. Le clan Shuma forme sa garde rapprochée, autrement dit sont les hommes auxquels Kanki fait le plus confiance. Il n'est pas impossible que ce soit son propre clan, et peut-être même que ce personnage est son vrai frère. On verra bien. Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur le génie de Kanki. Quand il met en place cette stratégie, lui, il n'a jamais entendu parler de Sonbin, contrairement à Usen. Usen, c'est l'héritier de l'un des plus puissants clans de Qin. Depuis son enfance, il a reçu une éducation militaire et stratégique. Il a donc déjà étudié l'art de la guerre. Et c'est là où je trouve que Kanki est tout simplement un génie unique en son genre, c'est que lui, il n'a jamais étudié la guerre. Il n'a jamais suivi des cours de stratégie. On sait même pas s'il sait lire. Non. Lui, il apprend tout seul sur le terrain, au fur et à mesure. Mais bon, quand je vois les risques qu'il prend sur un champ de bataille, ça me paraît impossible qu'il ne meure pas avant la fin du manga. Car tout comme Koshu, je pense que viendra un moment où il paiera de sa vie pour ses prises de risques. Cette capacité à prendre des grands risques pour obtenir un grand résultat, c'est à la fois son point fort, mais aussi son point faible. Mais même aux portes de la mort, je le vois toujours avec son petit sourire narquois. Je le vois trop mourir en souriant. Et ouais, c'est ici que vous l'aurez entendu en premier, Kanki est un G. Vous savez, quand j'ai sorti ma vidéo sur les potentiels 6 nouveaux grands généraux de Qin, certains me disaient qu'ils ne pensaient pas voir Kanki et Usen dedans à cause de leur manque de loyauté. Quand Sei demande à Shueikun et Shobukun d'élire les 6 grands généraux, ils n'ont pas besoin de réfléchir pour Mubu, Tu et Otanwa. Mais c'était différent pour Usen et Kanki, il fallait peser le pour et le contre. Dans le contre, il y a évidemment le risque de trahison pour les deux, et le risque de massacre sur les civils en plus pour Kanki. Dans le pour, il y a tout simplement le fait qu'ils sont beaucoup trop forts à la guerre, et que sans leur talent, Sei ne pourrait pas réussir la réunification. Usen l'a très largement prouvé pendant l'arc de Gyu, et Kanki est en train de le faire actuellement.
Parfois je vois des débats pour savoir qui est le meilleur entre Kanki et Hussein. Mais pour moi ce débat n'a même pas lieu d'être, car les deux là sont parfaitement complémentaires. L'un excelle dans les batailles qu'on pourrait qualifier de classiques, et l'autre fait preuve d'une grande ingéniosité dans des batailles qui prennent une forme beaucoup moins conventionnelle. Chacun est le meilleur dans son domaine. Il a fallu 2 semaines à Hussein pour comprendre la stratégie de Kanki. Comprendre est une chose, mais la mettre en place en est une autre. Hussein dit qu'il n'aurait jamais osé faire ce genre de stratégie. Mais Kanki a ce grain de folie qui lui permet de faire la guerre d'une autre manière et de nous proposer donc des batailles complètement folles comme celle-ci. Et c'est pour ça que j'aime autant ce personnage. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience son flashback. Jusqu'à maintenant, la seule chose qu'on savait de lui, c'est qu'il était animé d'une profonde rage. Une rage si brûlante qu'elle peut faire fondre des rochers. Mais d'où lui vient cette rage? Eh bien je pense qu'on commence à avoir des petits indices avec le chapitre 693. Dans ce chapitre, Koshu fait un peu le gars sombre qui a connu des choses épouvantables sur le champ de bataille. Mais Kanki l'arrête tout de suite et lui dit que ça, c'est rien. Il sous-entend que lui a connu la vraie souffrance. Donc est-ce que derrière cette rage qui l'anime ne se cacherait pas une immense douleur? Qui es-tu vraiment, Kanki? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça fait plus de 10 ans que je lis des mangas et jamais je n'ai eu aussi hâte de découvrir le flashback d'un personnage. Maintenant, si on fait le bilan de cette bataille, on peut conclure que c'est une victoire éclatante pour Kanki. Rappelez-vous, il avait 2 objectifs. 1. Prendre la tête de Koshu et 2. Empêcher son armée de rejoindre en renfort les forteresses qui seront attaquées par Hussein. Koshu est mort et une grande partie de son armée s'est rendue. Les 2 objectifs sont donc atteints. Hussein et Otawa peuvent maintenant avancer. Kanki a perdu beaucoup de soldats dans cette bataille, c'est vrai, mais quand tu affrontes une armée 3 fois plus nombreuse que la tienne, c'est un prix plutôt faible à payer. Le seul vrai point noir du côté de Kanki, c'est la perte de Raido. Il va perdre l'un des hommes envers qui il avait le plus confiance. D'ailleurs, je pense que Raido est à moitié mort, mais qu'il sera assez conscient pour avoir une dernière conversation avec son boss et peut-être même mourir dans ses bras. J'ai déjà les larmes qui coulent. Et j'espère bien évidemment voir le clan Saki s'occuper des tortionnaires de Raido. J'imagine déjà les planches macabres. En tout cas, ça va être un coup sévère pour Zhao, car l'armée de Koshu, c'est l'armée de Kantan. C'était la dernière défense de Zhao. La situation devient catastrophique pour eux. Mais avec la mort de Koshu, il n'existe maintenant plus qu'un seul homme capable d'affronter Kin. Cet homme, vous savez tous qui c'est. C'est tout simplement le plus grand des 3 grands cieux de Zhao de l'histoire. C'est le retour du grand Riboku. Il n'y a plus que lui et Shibashu pour stopper Kin. Les prochains chapitres de Kingdom s'annoncent tout simplement explosifs. On va enchaîner bientôt sur une autre bataille encore plus incroyable. J'ai trop hâte. Je suis beaucoup trop hype pour la suite du manga. Avec un Zhao à l'agonie et un Riboku plus déterminé que jamais, on pourrait avoir l'un des meilleurs arcs de Kingdom. Bon, il est temps de terminer cette review. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Kanki va commettre le massacre ou non. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.